L'Allemagne a mis plus de temps que les autres pays d'Europe de l'Ouest à reconnaître le génocide arménien, ce qui n'a été fait qu'en avril 2015 par le président Joachim Gauck lors d'une cérémonie commémorative. Si ces liens étroits avec la Turquie et la présence d'une importante communauté turque en Allemagne expliquent en partie ce retard, la véritable raison réside dans le rôle de l'Allemagne elle-même dans ce génocide. Joachim Gauck a évoqué la co-responsabilité et la complicité allemande, confirmée par des historiens comme Vahak Ndadrian et des travaux plus récents, notamment ceux du journaliste Jürgen Gottschlich, qui a exploré les archives allemandes, autrichiennes et turques pour révéler l'implication allemande. Nous allons ici analyser le rôle et l'ampleur de l'implication allemande dans l'extermination des Arméniens. D'abord, nous examinerons les relations germano-turques avant le génocide. Ensuite, nous mettrons en lumière l'implication allemande pendant le génocide. Enfin, nous aborderons l'attitude de l'Allemagne après les faits. Au XIXe siècle, l'Empire russe, qui se pose en protecteur des chrétiens d'Orient, s'oppose à l'Empire turc à travers plusieurs conflits. Entre 1853 et 1856, c'est la guerre de Crimée. Si les empires français et britanniques se rangent derrière les Turcs, l'Allemagne refuse de s'engager dans une guerre lointaine et dont les intérêts ne sont pas strictement allemands. Bismarck préfère se poser en arbitre de ce conflit. Mais bientôt, et après une nouvelle expansion russe dans les Balkans au détriment des Turcs, l'Allemagne craint des répercussions en Europe, un déséquilibre des puissances sur le vieux continent. Dans cette optique, Bismarck décide de s'impliquer dans les affaires de l'Orient et prend le parti de la Turquie. Après le congrès de Berlin, l'Allemagne envoie dans l'empire affaibli du calife Abdul Hamid des experts financiers et des instructeurs pour former, réorganiser et moderniser l'armée ottomane. Mais l'empereur Guillaume II pousse, en 1890, le chancelier Bismarck à la démission et tranche avec son attitude, encore quelque peu désintéressée, à l'égard de la question d'Orient. Il cherche plutôt à séduire le calife Abdul Hamid. L'Allemagne, qui ne possède pas vraiment d'empire colonial, contrairement à ses voisins européens français et britanniques, voit là une opportunité d'expansion. La Turquie, séduite par le militarisme prussien, s'ouvre à l'Allemagne, sans voir en elle un dangereux colon. De plus, Guillaume II rejette l'idée d'une intervention humanitaire occidentale en Turquie dans le but d'améliorer la condition des Arméniens. La France et la Grande-Bretagne, elles, pressent l'Empire ottoman à faire des réformes. À la fin du XIXe siècle, l'empereur se rend par 2 fois dans l'Empire ottoman. Une première fois avant les massacres hamidiens et une seconde fois après ces massacres de masse. Alors que l'ensemble de l'Europe dénonce le sultan rouge, Guillaume II préfère dénoncer l'hypocrisie des nations chrétiennes, britanniques et françaises. En retour, le sultan rouge le couvre de cadeaux. Le théologien de formation Friedrich Naumann, qui accompagne l'empereur dans son voyage en Turquie, résume la position allemande. Les intérêts supérieurs de l'Allemagne exigent une indifférence politique envers les souffrances des chrétiens dans l'Empire turc, si pénible qu'elle soit pour nos sentiments privés. En privé, justement, les sentiments allemands étaient apparemment tout autres, de Bismarck à Guillaume II. Devant les atrocités haineuses perpétrées par les Turcs contre des gens vulnérables et sans défense, Bismarck aurait à plusieurs reprises fait part de son indignation et exprimé la difficulté pour lui de conserver une quiétude diplomatique. Guillaume II se serait écrié à 2 reprises au moins « Honte à nous, qui laissons perpétrer de telles horreurs ». Il aurait aussi envisagé, toujours dans la confidentialité, de déposer le sultan turc, qu'il n'hésite pas à qualifier d'être dégoûtant. Salisbury, le Premier ministre britannique, avait proposé d'éliminer physiquement le sultan rouge, mais Guillaume II s'était opposé avec mépris à cette option. Pourtant, en privé,
Il allait jusqu'à dire qu'il était nécessaire de bombarder au canon le sultan dans son palais pour l'arrêter dans ses horreurs. Malgré ses sentiments privés, à la veille de la Grande Guerre, l'Allemagne intensifie ses relations commerciales et militaires avec la Turquie. En 1913, une mission militaire est envoyée dans l'Empire ottoman, où elle obtient, par traité, que ses officiers aient une influence effective sur la conduite générale de l'armée ottomane. Au plus fort de la mission, elle comptait entre 7 à 800 officiers et environ 12 000 soldats en Turquie. Ils étaient sous le commandement du maréchal von der Goltz. L'influence allemande était telle que des officiers turcs, dans leurs récits d'après-guerre, déploraient le fait que Enver Pacha ait livré le pays aux Allemands, des Allemands qui étaient au courant de tous les secrets de l'État, de nature politique ou militaire. La Turquie profitera de la Grande Guerre pour régler de manière définitive la question arménienne. Au cours de cette Première Guerre mondiale, la Turquie commettra un véritable génocide sur les populations chrétiennes de son empire, à savoir les Arméniens, mais aussi d'autres minorités chrétiennes. Ce génocide se fera à l'aide d'armes allemandes. Le complexe militaro-industriel Krupp est le principal fournisseur de l'armée ottomane. Mais les massacres se font aussi avec des poignards et des déportations épuisantes des populations. L'idée de déporter des populations de leurs terres ancestrales vers d'autres lieux n'est pas vraiment une idée turque. Elle aurait été introduite en Turquie par des responsables allemands insistants. En Europe même, l'empereur Guillaume II envisageait de déraciner des populations belges et françaises dès 1914 des territoires que l'Allemagne occupe pour y installer à leur place des Allemands méritants. La défaite sur la Marne met fin à ces projets. Selon Henry Morgenthau, ambassadeur des États-Unis à Constantinople durant la guerre, c'est le théoricien allemand Paul Rohrbach qui aurait introduit chez les Turcs l'idée de déplacer massivement les Arméniens de leurs terres ancestrales pour les emmener dans le désert de Mésopotamie. L'Allemand craignait que les populations arméniennes se rangent du côté des Russes qui attaquaient par le front Est. Le patriarche des Arméniens lui attribue aussi l'introduction dans l'esprit des Turcs de cette idée. Mais selon l'historien Vahakn Dadrian, cette idée est plus vraisemblablement celle du maréchal von der Goltz. Mais quoi qu'il en soit, de fait, le plan lui avait été présenté et il l'avait approuvé. Les Turcs ont-ils voulu se cacher derrière l'Allemand pour commettre ce crime ? La question se pose. Il nous faut revenir sur le rôle et les idées de ce maréchal allemand au service de l'Empire ottoman. Von der Goltz avait été envoyé en Turquie dès 1882 pour y mener la réforme de l'armée ottomane. C'est le sultan calife Abdülhamid qui lui confie en personne cette tâche. Véritable théoricien de la guerre, il obtient une influence considérable auprès des militaires turcs. Un ambassadeur allemand le décrit comme le maître à penser des officiers turcs nationalistes. En février 1915, il devient le conseiller du ministre de la guerre Enver Pacha. Un mois plus tard, la décision finale de déportation des Arméniens est prise. Enver Pacha est l'un des hommes forts du pouvoir ottoman à partir de 1913. Formé par les Allemands et germanophiles, il tient le maréchal von der Goltz informé de la conduite de la guerre. La principale idée du maréchal, qui nous intéresse ici, est son encouragement à ce que la Turquie délaisse la partie occidentale de son empire pour se concentrer sur la partie asiatique et sur le soutien des populations musulmanes. Il dit « Le cœur de la Turquie ne bat pas en Europe, mais en Asie mineure ». Cette idée, il la défendait déjà après les massacres hamidiens et plus tard, en février 1914, lors d'une conférence turco-allemande à Berlin. La décision finale de déporter les Arméniens intervient dans les semaines qui suivirent sa nomination comme conseiller d'Enver Pacha. Un autre responsable militaire allemand est impliqué dans les ordres de déportation meurtrière d'Arméniens.
Il s'agit du général Bronsart von Schellendorf, chef d'état-major au quartier général ottoman. Selon Talaat Pacha, ministre de l'Intérieur turc, le général Bronsart est à l'origine d'une réunion secrète d'urgence au cours de laquelle des militaires allemands présentent aux responsables turcs des preuves selon lesquelles les Arméniens commettent des actes de sabotage et des atrocités sur les arrières de l'armée ottomane. Selon les Allemands, ces actes qui sapent l'effort de guerre ottoman doivent être punis. Dans un document officiel découvert par des fonctionnaires britanniques, on apprend que le général Bronsart ordonne aux Turcs de déporter les Arméniens et fait pression pour que des mesures rigoureuses soient prises contre ceux des Arméniens regroupés dans les bataillons de travail. Des témoins décriront par la suite comment ces hommes furent déportés et traités. Le mot « rigueur » n'était rien d'autre qu'un ordre d'élimination. Des militaires allemands moins haut gradés que ceux précédemment cités furent impliqués dans le génocide. Le lieutenant-colonel von Feldmann, proche d'Enver Pacha, déclara ouvertement après la guerre qu'il avait conseillé aux autorités turques de nettoyer certaines régions de leur population arménienne. Le lieutenant-colonel Böttrich dirigeait le service du chemin de fer et la célèbre ligne du Bagdad-Ban. Des ouvriers arméniens qualifiés et non qualifiés, des techniciens, des ingénieurs, travaillaient sans relâche sur cette ligne qui relevait d'une importance stratégique. Pourtant, les Turcs lui présentèrent un document dans lequel un ordre de déportation était donné, et Böttrich apposa sa signature sur ce document, engageant ainsi la responsabilité de l'Allemagne. Ces travailleurs furent éliminés et les Turcs eurent du mal à les remplacer. La ligne fut retardée de plusieurs mois. Au ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, des diplomates exigèrent des sanctions à l'encontre de Böttrich, mais son supérieur militaire refuse de le démettre de ses fonctions. Un Allemand, sous-directeur des chemins de fer anatoliens, regrettait que Böttrich ait été assez stupide pour apposer sa signature sur un document qui pourrait un jour tomber entre les mains des ennemis de l'Allemagne. Ils seront dès lors capables de prouver que les Allemands non seulement n'ont rien fait pour empêcher les persécutions qui frappaient les Arméniens, mais y ont même participé en donnant des ordres. Il est important d'évoquer brièvement le cas du commandant Eberhard Wolfskill, qui arrive en Turquie en janvier 1915. Les Arméniens tentent de résister aux déportations et aux massacres. Ils s'organisent défensivement en tout en 5 endroits différents. Le commandant Wolfskill intervient 3 fois de manière décisive pour les écraser. À Urfa, par exemple, 25 000 Arméniens se barricadent et tiennent tête aux armées turques. Alors intervient Wolfskill et à l'aide de l'artillerie allemande, il anéantit la résistance arménienne. Jacques Rétoré, missionnaire français dans la région, évoque dans ses souvenirs cette même histoire en parlant d'une ville qui résiste et qui est massacrée par l'armée turque sous l'autorité d'un Allemand. Wolfskill avait aussi été envoyé à Moussadag, où des Arméniens réfugiés dans la montagne avec armes et des munitions tenaient tête aux Turcs depuis plus de 40 jours. Mais à son arrivée, ces Arméniens avaient été sauvés par des troupes navales françaises. Cet épisode a été rendu célèbre dans un roman de Franz Werfel. Intéressons-nous maintenant au monde politique, même si la frontière entre le militaire et le politique est floue, surtout dans un tel contexte. Penchons-nous sur un ambassadeur qui aurait pu changer les choses. Il s'agit de Hans von Wangenheim, le despote d'Istanbul, comme un auteur turc le surnomme. Ce surnom, il le doit à sa capacité à influencer les dirigeants turcs, auxquels il n'hésite pas à dire, en toute franchise, que les intérêts des Allemands priment sur les intérêts turcs. En avril 1915, alors que le génocide débute, il refuse catégoriquement d'intercéder en faveur des Arméniens. Au contraire, il prend le parti des Turcs dans les rapports qu'il envoie à ses supérieurs à Berlin. Il leur explique que la situation des Arméniens est à peu près désespérée et que l'Allemagne n'a franchement pas d'intérêt à intervenir.
Ses échanges avec Morgenthau révèlent qu'il avait une haine pure et simple pour les Arméniens. Alors que l'ambassadeur américain tente de le sensibiliser à ce problème humain, lui expliquant que les personnes massacrées ne sont que des vieillards, des femmes et enfants, il répond avec intransigeance « Je n'interviendrai pas ». Wangenheim meurt le 25 octobre 1915. Morgenthau écrira à son sujet « Il était le seul homme, comme son gouvernement était la seule autorité, qui eût pu arrêter ces crimes, le massacre d'une nation. » Après la guerre, l'Allemagne tenta de cacher sa complicité dans ce génocide, aux yeux de sa population, en dissimulant et en censurant ses propres archives. Mais le gouvernement turc n'hésita pas à lui faire porter le chapeau. Le général Bronsart, lui, n'hésita pas à assumer sa complicité, à justifier l'extermination des Arméniens, sans jamais être inquiété. Il aurait même exfiltré vers l'Allemagne les principaux responsables turcs du génocide, poursuivis et condamnés à mort par contumace par le nouveau gouvernement turc.